L'antiséducteur. Les séducteurs attirent à eux leur proie en leur vouant une attention exclusive. L'antiséducteur fait l'inverse. Peu sûr de lui, obsédé par ses propres problèmes, il est incapable de saisir la psychologie de l'autre et le fait fuir. Importun, collant, bavard, il ne s'aperçoit même pas qu'il assomme. Il est dépourvu de la subtilité indispensable à la séduction qui lui permettrait de faire miroiter la promesse du plaisir. Bannissez ces défauts chez vous-même et identifiez-les chez les autres. Il n'y a ni plaisir ni intérêt à frayer avec l'antiséducteur. Typologie des antiséducteurs. Les antiséducteurs sont légion, mais la quasi-totalité d'entre eux possèdent un trait commun, celui qui les rend incapables de séduire, le manque de confiance en soi. C'est un travers, hélas, auquel personne n'échappe et qui nous fait souffrir. Certes, il nous arrive parfois de le surmonter. Une aventure amoureuse peut nous faire sortir de notre nombrilisme, et dans la mesure où nous séduisons ou sommes séduits, la confiance nous revient. L'antiséducteur, lui, manque à ce point de confiance en lui-même qu'il n'arrive ni à séduire ni à être séduit. Prisonnier de ses manques, de ses angoisses et de son égocentrisme, il prendra la moindre ambiguïté pour un affront, la plus légère froideur pour un rejet, et il s'empressera de s'en plaindre amèrement. En apparence, ce n'est pas bien compliqué. L'antiséducteur repousse? Eh bien, soit, il n'y a qu'à l'éviter. Malheureusement, beaucoup d'entre eux ne se laissent pas identifier au premier coup d'œil. Ils ne sont pas si simples que cela, et si vous ne vous méfiez pas, ils vous embarqueront dans leur galère. Soyez attentifs au moindre indice d'égocentrisme et de manque de confiance en soi. Manque-t-il de générosité? Polémique-t-il avec une ténacité rare? Se mêle-t-il de juger tout le monde? Vous accable-t-il de compliments non mérités? Vous déclare-t-il leur amour avant de rien savoir de vous? Ou encore pire, n'accorde-t-il aucune attention aux détails? Car, incapables qu'ils sont de voir ce qui vous rend différent des autres, ils ne brilleront jamais par leur sens de la nuance et de l'observation. Il est essentiel de traquer les défauts de l'antiséducteur non seulement chez les autres, mais chez soi-même. Nous sommes tous, ou presque, affligés d'un ou deux de ces travers, et dans la mesure où nous parvenons consciemment à les éradiquer, nous pouvons améliorer nos performances séductrices. Le manque de générosité, par exemple, ne suffit pas à faire un antiséducteur. Toutefois, un radin est rarement attirant. La séduction implique une ouverture, ne serait-ce que pour savoir duper. L'incapacité à dépenser de l'argent pour quelqu'un équivaut à une incapacité générale à donner. Bannissez l'avarice. C'est un obstacle au pouvoir et le péché mortel du séducteur. Mieux vaut esquiver d'emblée les antiséducteurs avant qu'ils ne vous emprisonnent dans leurs avides tentacules. Apprenez à les repérer aux premiers signes. En voici les principaux profils. Le mufle. Si la séduction est une sorte de rite ou de cérémonie, une partie du plaisir réside dans sa durée. L'attente est un plaisir en soi qui décuple la jouissance quand celle-ci arrive enfin. Le mufle n'a pas la patience d'attendre, il ne se soucie que de son propre plaisir. La patience montre que l'on a des égards pour l'autre, sur qui cela fait toujours bonne impression. L'impatience a un effet contraire. Le mufle, qui vous croit tellement intéressé que vous ne pouvez pas attendre, vous offense par son égocentrisme. Cet égocentrisme, d'ailleurs, dissimule souvent un douloureux complexe d'infériorité. Si vous le dédaignez, ou si vous n'obtempérez pas assez vite, il réagira violemment. Vous craignez d'avoir affaire à un mufle? Faites le test. Laissez-le attendre. Sa réaction vous dira tout ce que vous avez besoin de savoir. La ventouse. La ventouse tombe amoureuse de vous avant même que vous vous soyez avisé de son existence. Ne vous méprenez pas. N'allez pas croire qu'elle a enfin trouvé la personne de sa vie, ni que vous êtes exceptionnel. La réalité, c'est que c'est un tonneau des Danaïdes.
Son vide intérieur est si profond que personne ne pourra jamais le combler. Évitez à tout prix de vous coller avec une ventouse. Il est presque impossible de s'en libérer sans traumatisme. Elle se fixe à vous jusqu'à ce que vous soyez contraint de l'en arracher, après quoi elle vous culpabilise à mort. Certes, tout le monde idéalise l'être aimé, mais l'amour a besoin de temps pour se développer. Vous reconnaîtrez la ventouse à la vitesse à laquelle elle se met à vous adorer. Un tel culte flatte momentanément l'ego, mais quelque part, vous savez bien que vous n'avez rien fait pour mériter de telles effusions. Fiez-vous à votre intuition. Une variante de la ventouse est le paillasson, qui vous imitera en tout comme une ombre. Pour démasquer l'un et l'autre, tâchez de voir s'ils sont capables de défendre une idée personnelle. S'ils se révèlent incapables d'exprimer le moindre désaccord, c'est mauvais signe. Le coincé. La séduction est un jeu. Il faut y jouer d'un cœur léger. Tous les coups sont permis en amour. La moralité n'a rien à y faire. Mais le coincé a des principes rigides. Il a des idées fixes et essaye de vous plier à ses normes. Il veut vous changer, vous amender, ne cesse de vous juger et de vous critiquer. C'est son truc. En réalité, il est mal dans sa peau. De là, ses préoccupations morales qui masquent son désir de dominer leur entourage. Son incapacité à s'adapter, son manque de joie de vivre le rend aisément identifiable. Sa rigidité mentale se trahit souvent par une raideur physique. Ses critiques acerbes étant pénibles à supporter, mieux vaut éviter sa présence et ses aigres commentaires. Le pingre. L'avarice dénote plus qu'un problème de rapport à l'argent. Elle révèle une personnalité étriquée, incapable de se laisser aller comme de prendre des risques. De tous les antiséducteurs, celui-là est le pire. Évitez-le comme la peste. La plupart des pingres ne sont même pas conscients de l'être. Quand ils accordent quelques miettes, ils s'imaginent offrir un cadeau royal. Faites votre examen de conscience. Vous-même êtes probablement plus radin que vous ne croyez l'être. Essayez dorénavant d'être plus généreux de votre argent et de votre personne, et vous découvrirez le potentiel de séduction d'une générosité bien ordonnée. Bien sûr, ne jetez pas pour autant l'argent par les fenêtres. Donner inconsidérément pourrait passer pour une tentative désespérée d'acheter la personne que vous convoitez. Le gaffeur. Les gaffeurs sont des maladroits, et cette maladresse est contagieuse. Vous pourriez croire que c'est le magnétisme de votre présence qui les rend si gauches, mais non. Ils ne sont préoccupés que d'eux-mêmes, de leur image, des conséquences de leur tentative pour vous séduire. Leur insécurité vous gagnera. Vous ne tarderez pas à vous faire du souci, pour vous-même. Le gaffeur parvient rarement au stade final de la conquête, et si c'est exceptionnellement le cas, même ce moment unique, il se débrouille pour le gâcher. L'arme secrète de la séduction est l'audace, qui prive la cible du temps de se reprendre. Or, un gaffeur n'a aucun esprit d'à propos. Peut-être trouverez-vous amusant d'essayer de lui ouvrir les yeux. Mais s'il gaffe encore au-delà d'un certain âge, c'est probablement une cause perdue. Il sera incapable de lever le nez de son nombril. Le bavard. La séduction la plus efficace est faite de regards, d'effleurements, d'attentions discrètes. Les mots ont certes leur place, mais un flot de paroles rompt le charme, aggrave les légers désaccords et, généralement, accable. Ceux qui parlent le plus ne parlent guère que d'eux-mêmes. Ils n'ont jamais disposé du petit signal d'alarme intérieur qui devrait retentir. Suis-je en train de l'ennuyer? Les bavards sont profondément égoïstes. Ne les interrompez pas, ne polémiquez pas avec eux, vous ne feriez qu'alimenter leur bavardage. Quant à vous, apprenez coûte que coûte à tenir votre langue. L'embusqué. C'est un hypersensible, ou plutôt un hypersusceptible. Il épluche chacun de vos mots et gestes pour y détecter le moindre affront. Si vous effectuez un repli stratégique, comme le demande parfois la manœuvre séductrice,
il boudera et lancera des piques. Il a tendance à pleurnicher et à s'apitoyer sur lui-même, ce qui n'a vraiment rien de séduisant. Faites un test en le charriant gentiment et vous verrez s'il sait rire de lui-même. Le véritable embusqué en est totalement incapable. On lit la rancœur dans son regard. Bannissez en vous toute trace de susceptibilité, c'est un véritable repoussoir. Le rustre. Le rustre ne prête aucune attention aux détails, pourtant si importants en matière de séduction. Sa vulgarité saute en général aux yeux. Il s'habille avec une totale absence de goût. Elle se voit surtout à ses actes. Il ignore qu'il vaut parfois mieux ne pas s'abandonner à ses impulsions. Le rustre déballe n'importe quoi en public. Il manque d'esprit d'à-propos et sera rarement au diapason avec vous. L'indiscrétion est sa marque infaillible. Il discutera avec d'autres de votre relation, par exemple. Il peut passer pour impulsif, mais sa véritable nature est d'être radicalement égoïste. Il est incapable de se voir par les yeux des autres. Ne vous contentez pas d'éviter les rustres. Prenez-en le contre-pied. Le tact, le style et le soin du détail sont les qualités essentielles du séducteur. Quelques portraits d'anti-séducteurs. 1. Tiberius Claudius Drusus, dit Claude, était le petit-neveu de l'empereur Auguste. Bègue et considéré comme idiot dès l'enfance, il fut le souffre-douleur de presque toute sa famille. Son propre neveu, Caligula, empereur à partir de l'an 37 de notre ère, le maltraita sans pitié. Il l'obligeait à faire le tour du palais au triple galop et à se mettre à table des sandales crottées aux mains. Avec l'âge, Claude sembla devenir encore plus niais. Alors que tous ses parents vivaient dans la peur de l'assassinat, c'est probablement à sa stupidité apparente que Claude dut d'échapper aux purges. Lorsque, en 41, les soldats mutinés assassinèrent Caligula et proclamèrent Claude empereur, ce fut à la plus grande surprise de tous, y compris de l'intéressé lui-même. Claude devait cependant se révéler un grand monarque qui, en s'appuyant sur la plèbe et même sur des affranchis de valeur, ajouta plusieurs provinces à l'Empire et laissa de remarquables constructions. Il fut marié 4 fois, la 3e avec Messaline, une des plus belles femmes de Rome. Même s'il semblait l'aimer, Claude ne lui accordait guère d'attention et elle se mit à prendre des amants. Discrète au début, mais de plus en plus blessée par la négligence de son mari, elle sombra dans une débauche effrénée. Elle se fit construire au palais une chambre où elle recevait des hommes par dizaines, s'attachant à imiter les prostituées les plus scandaleuses de Rome, dont les noms étaient inscrits sur sa porte. Celui qui refusait ses avances était exécuté. Sa conduite scandaleuse était notoire, mais Claude laissait faire. Il semblait ne pas s'en soucier. La passion de Messaline pour son amant favori, Gaius Silius, était telle qu'elle décida de l'épouser. Pourtant, ils étaient tous les deux déjà mariés. Pendant une absence de Claude, elle organisa une cérémonie nuptiale sous couvert d'un contrat de mariage obtenu par la ruse, signé de Claude lui-même. Après la cérémonie, Gaius s'installa au palais. L'indignation des Romains fut telle que Claude fut contraint d'agir. Il ordonna l'exécution de Gaius et de tous les autres amants de sa femme. Messaline elle-même devait être épargnée. Toutefois, un groupe de gardes prétoriens indignés par le scandale la pourchassa et la tua à coups de poignard. Quand on emporta la nouvelle à l'empereur, celui-ci était à table. Il se fit resservir du vin et poursuivit son repas sans sourciller. Quelques soirées plus tard, à la stupéfaction de ses esclaves, Claude demanda pourquoi l'impératrice ne s'était pas présentée au dîner. Rien n'est plus exaspérant que l'indifférence. La manœuvre séductrice oblige de temps en temps à se détourner pour instiller le doute et assurer par là même l'emprise sur la victime. Cependant, une indifférence prolongée non seulement rompt le charme, mais peut aller jusqu'à susciter la haine. L'exemple de Claude est extrême.
Son manque apparent de sensibilité était le fruit de la nécessité. En se faisant passer pour un imbécile, il avait dissimulé ses ambitions et s'était protégé de ses dangereux concurrents. Mais à force de déboires familiaux et conjugaux, l'insensibilité était devenue chez lui une seconde nature. Il avait fini par ne plus rien remarquer du tout. Cette impassibilité déstabilisa profondément sa femme. Comment un homme, surtout aussi peu attirant que son époux, pouvait-il ne pas la remarquer, elle, ni se soucier de ses infidélités? Or, elle eut beau s'évertuer, Claude resta de marbre. Sans aller aussi loin, le désintérêt se manifeste à des degrés divers. Beaucoup de gens ne prêtent guère attention aux détails, aux signaux lancés par l'autre. Leurs sens sont émoussés par le travail, les épreuves, l'égoïsme. C'est souvent ce phénomène qui érode la charge séductrice chez les couples, surtout ceux qui vivent ensemble depuis des années. À force, cela suscite colère et rancœur. Souvent, le conjoint trompé est justement celui qui, par manque d'attention pour l'autre, a déclenché le processus. 2. En 1639, les armées françaises assiégèrent Turin et prirent la ville. 2 officiers français, le chevalier, futur comte de Gramont, et son ami Matha, partirent à la conquête des jolies femmes du cru. Les épouses des plus grands personnages de Turin étaient des proies toutes trouvées. Leurs maris occupés les laissaient seuls et avaient eux-mêmes des maîtresses. Tout ce qu'exigeaient ces dames, c'est qu'on leur fît une cour en règle. Le chevalier et Matha ne tardèrent pas à trouver des candidates. Le premier choisit la ravissante mademoiselle de Saint-Germain, bientôt fiancée. Quant à Matha, il jeta son dévolu sur une femme plus âgée et expérimentée, Madame de Senantes. Le chevalier adopta le vert pour ses tenues et Matha le bleu, les couleurs préférées de leur future conquête. Le deuxième jour, les 2 couples allèrent visiter un palais hors les murs. Le chevalier se mit en frais. Mademoiselle de Saint-Germain riait à gorge déployée de ses mots d'esprit. Matha, lui, était moins à l'aise. Toute cette galanterie obligée l'agaçait. Profitant d'un moment où il faisait quelques pas avec Madame de Senantes sous le couvert des arbres, il lui saisit la main et lui déclara tout à trac sa flamme. La dame, bien sûr, s'effaroucha, et de retour à Turin, elle le quitta sans un regard. Matha, à qui il ne venait pas à l'esprit que son comportement ait pu l'offenser, attribua cette brusquerie à un excès d'émotion. Il n'était pas mécontent de lui. Cependant, le chevalier de Gramont se posait des questions. Il alla trouver Madame de Senantes et lui demanda des nouvelles. Elle lui raconta tout. Matha, au mépris des formalités d'usage, l'avait traitée comme une Marie couche-toi-là. Le chevalier s'esclaffa et songea combien lui-même aurait géré différemment l'affaire. Les jours suivants, Matha multiplia les gaffes. Il ne rendit pas visite à l'époux, comme le voulait l'usage, négligea de s'habiller de la couleur favorite de sa belle. Quand il se promenait à cheval avec sa dame, il courait le lièvre, comme s'il n'y avait pas proie plus intéressante pour lui. Enfin, quand il prisait, il ne lui tendait jamais sa tabatière. Et puis, il continuait à se comporter en hussard. Finalement, la mesure fut comble, et la dame se plaignit ouvertement. Matha se répandit en excuses, il n'avait pas cru mal faire. Touchée par son repentir, Madame de Senantes ne demandait pas mieux que de se laisser faire la cour. Toutefois, quelques jours plus tard, après de hâtives prolégomènes, Matha crut de nouveau comprendre qu'elle était prête à passer au lit. À sa consternation, il reçut le même accueil que la première fois. Matha, surpris, confia au chevalier « Je ne pense pourtant pas que cela fâche beaucoup les femmes si l'on abrège parfois les préliminaires pour en venir aux faits. » Mais Madame de Senantes ne voulait plus entendre parler de lui. Le chevalier de Gramont, trouvant le champ libre, ne laissa pas passer l'occasion. Il en profita pour lui faire dans les règles une cour discrète et obtint sans tarder les faveurs qu'elle avait refusées à Matha. Rien n'est aussi glaçant que d'être traité comme un terrain conquis.
Le moindre indice de ce genre d'infatuation est mortel au séducteur. Faites-vous connaître à votre cible, puis prenez tout votre temps pour gagner son cœur. Ne craignez pas de vexer par votre lenteur, ou que l'on se désintéresse de vous. Bien au contraire, toute précipitation serait interprétée comme un manque de confiance en vous, fatal à la manœuvre. De fait, plus progressive sera votre avance, plus cette circonspection prouvera l'intensité de votre intérêt, et plus forte sera votre emprise. Dans un monde aussi dépourvu de rituels que le nôtre, la séduction est l'un des rares domaines où se conservent les beaux usages du passé. La séduction a ses rites, qu'il faut respecter. Toute hâte malvenue n'exprimera pas la profondeur de vos sentiments, mais la lourdeur de votre égoïsme. S'il est parfois possible de hâter la capitulation de la victime, vous n'en serez récompensé que par de maigres plaisirs. Si vous êtes d'un naturel impétueux, tempérez votre fougue. Curieusement, les efforts que vous mettrez à vous retenir ne passeront pas inaperçus et se révéleront peut-être comme des atouts majeurs. 3. Dans les années 1730, vivait à Paris un jeune homme du nom de Melcourt, tout juste parvenu à l'âge de connaître sa première aventure. L'amie de sa mère, Madame de Lurçay, belle et charmante veuve quadragénaire, avait la réputation d'être farouche. Melcourt était tombé amoureux d'elle quand il était encore jeune garçon, mais n'avait jamais espéré être aimé en retour. Quelle ne fut donc pas sa surprise et sa jubilation quand il réalisa que maintenant qu'il avait grandi, Madame de Lurçay semblait lui vouer une tendresse qui n'était plus seulement maternelle. Pendant 2 bons mois, le jeune Melcourt tremblait chaque fois qu'il était en présence de la veuve. Il avait peur d'elle, il ne savait que faire. Un soir qu'ils discutaient d'une pièce de théâtre en vogue, Madame de Lurçay fit remarquer combien le héros avait fait sa déclaration avec talent. Voyant Melcourt mal à l'aise, elle poussa son avantage. « Sauf erreur de ma part, la déclaration d'amour d'un autre vous fait rougir parce que vous en avez vous-même eu une affaire ?» Madame de Lurçay savait pertinemment que c'était elle la source de la gêne du jeune homme, elle s'amusait à le taquiner. « Il faut que vous me disiez, insista-t-elle, de qui vous êtes amoureux ?» Enfin, Melcourt avoua. C'était bien pour elle qu'il se mourait d'amour. La dame lui conseilla de chasser ce genre de pensée, non sans un long soupir et un tendre regard alangui. Ses mots disaient une chose, ses yeux une autre. Peut-être n'était-elle pas si farouche après tout. Vers la fin de la soirée, Madame de Lurçay ajouta que la passion du jeune homme ne serait sans doute qu'une passade. Sur ce, elle le laissa tout perplexe, car elle n'avait rien dit de ses propres sentiments. Les jours qui suivirent son aveu, Melcourt adjura plusieurs fois l'ami de sa mère de lui déclarer sa flamme, en vain. Finalement, le jeune soupirant crut sa cause perdue et renonça. Quelques jours passèrent encore. Madame de Lurçay donna une soirée. Jamais il ne l'avait vue en tenue si aguichante. Jamais les regards qu'elle lui lançait ne lui avaient autant fouetté les sangs. Il les lui rendait, ne la quittait pas d'une semelle. Elle tenait ses distances, craignant d'attirer l'attention des curieux. Toutefois, elle s'arrangea pour lui permettre de s'attarder après le départ de tout le monde, sans éveiller de soupçon. Quand ils furent enfin seuls, elle le fit asseoir à côté d'elle sur un canapé. Le jeune homme restait coi. Le silence devenait gênant. Pour l'aider à parler, elle revint à la charge. Il était si jeune. Comment son amour pour elle pouvait-il être autre chose qu'une foucade passagère? Au lieu de le nier, il s'assombrit et resta poliment sur la réserve. N'y tenant plus, elle s'exclama, non sans ironie, « S'il se savait que vous êtes ici avec mon consentement et que j'ai tout organisé moi-même, que diraient les gens? Et pourtant ils se tromperaient, car nul ne saurait se montrer plus respectueux que vous. » Piqué, Melcourt lui saisit la main et la regarda dans les yeux. Elle rougit et le pria de se retirer, mais son abandon et ses regards langoureux suggéraient exactement le contraire. Melcourt hésita. Elle lui avait demandé de partir.
S'il désobéissait, elle risquait de lui faire une scène et de ne jamais lui pardonner. Il se ridiculiserait aux yeux de tout le monde, y compris de sa mère, qui l'apprendrait. Il se leva en s'excusant de son effronterie. Il prit la stupéfaction et le regard glacial de la veuve pour une condamnation sans appel. Il la salua et partit. Melcourt et Madame de Lurçay sont les héros du roman de Crébillon fils, Les égarements du cœur et de l'esprit, ou Mémoires de Monsieur de Melcourt, écrit en 1738 et inspiré de la vie des libertins de l'époque. Pour l'auteur, la séduction est affaire de signaux. Il faut savoir les émettre et les décrypter. Non que la sexualité soit refoulée et exige un langage codé, mais parce que la communication non verbale, vêtements, gestes, actions, est le plus délicieux, le plus envoûtant et le plus séduisant langage qui soit. Madame de Lurçay est une ingénieuse séductrice qui se plaît à initier les jeunes hommes à l'amour. Pourtant, même elle, avec son expérience, ne parviendra pas à avoir raison de la niaiserie juvénile de Melcourt, tellement obsédé par ses propres sentiments qu'il est incapable d'interpréter les signaux qu'elle lui envoie. Plus loin dans l'ouvrage, elle finira tout de même par faire son éducation. Dans la réalité, c'est loin d'être toujours le cas. Les antiséducteurs sont trop primaires et insensibles aux détails indispensables à la séduction. Ils ne repoussent pas tant qu'ils n'irritent et n'exaspèrent par leurs continuelles erreurs d'interprétation. Ils ne regardent la vie qu'à travers le filtre de leur moi, incapables de voir la réalité telle qu'elle est. Melcourt est tellement empêtré dans ses doutes qu'il ne comprend même pas que Madame de Lurçay attend de lui un geste audacieux auquel elle soit obligée de succomber. Son hésitation prouve qu'il ne pense pas à elle, mais à lui-même, inquiet de se montrer ridicule ou de perdre la tête devant ses charmes. Rien n'est plus contraire à la séduction. Tâchez d'identifier ces antiséducteurs, et à moins qu'ils n'aient l'excuse de l'âge, évitez de vous empêtrer dans leur gaucherie. Leurs doutes vous contamineraient. 4. À la cour du Japon, à l'époque de Heian, à la fin du Xe siècle, vivait un jeune noble du nom de Kaoru, fils supposé du grand séducteur Genji. En amour, le jeune homme allait de déboire en déboire. Il était tombé amoureux de la jeune princesse Oigimi, qui vivait à la campagne dans une demeure décrépite, son père ayant eu des revers de fortune. Or, un beau jour, Kaoru rencontra par hasard la sœur d'Oigimi, Nakano-kimi. Celle-ci le convainquit que c'était elle le véritable objet de sa flamme. Perplexe, il retourna à la cour et s'abstint pendant quelque temps de rendre visite aux deux sœurs. Puis le père des princesses mourut et Oigimi le suivit de près dans la tombe. À présent, Kaoru réalisait son erreur. Il avait toujours aimé Oigimi et celle-ci était morte de désespoir par sa faute. Plus jamais il ne la verrait. Pourtant, elle seule continuait à occuper ses pensées. Quand Nakano-kimi, une fois son père et sa sœur disparus, s'installa à la cour, Kaoru fit transformer en sanctuaire la maison où Oigimi et sa famille avaient vécu. Nakano-kimi, devant la mélancolie dans laquelle Kaoru avait sombré, finit par lui révéler qu'il existait une troisième sœur, Ukifune, qui était tout le portrait de sa chère Oigimi. Elle vivait incognito à la campagne. Kaoru reprit vie. Il voyait là une chance de se rédimer, de racheter le passé en quelque sorte. Mais comment la rencontrer? Lors d'une de ses pieuses visites au sanctuaire des Oigimi, il apprit que la mystérieuse Ukifune s'y trouvait aussi. Bouleversé, il réussit à l'entrevoir entre deux planches d'une porte et en eut le souffle coupé. À ses yeux, cette campagnarde quelconque était l'incarnation même d'Oigimi. Sa voix, toutefois, lui rappelait exactement celle de Nakano-kimi, mais il l'avait aimée, elle aussi. Il en pleura. Quelques mois plus tard, Kaoru parvint à dénicher dans les montagnes la maison où vivait Ukifune. Il alla lui rendre visite, et elle ne le découragea pas.
« Je vous ai à peine aperçu à travers une fente de la porte, » lui avoua-t-il. « Mais depuis ce jour, vous n'avez plus quitté mon esprit. » Il la prit dans ses bras et la porta jusque dans la voiture qui les attendait. En la ramenant au sanctuaire familial, le souvenir d'Oegimi lui revint. De nouveau, il eut les larmes aux yeux. Examinant Ukifune, il la compara en silence à Oegimi. Elle était moins élégamment vêtue, mais elle avait une chevelure splendide. Du vivant d'Oegimi, Kaoru et elle avaient joué ensemble du koto. Une fois arrivé au sanctuaire, il fit apporter les instruments. Ukifune ne jouait pas aussi bien qu'Oegimi, et ses manières étaient moins raffinées. Qu'à cela ne tienne, il lui donnerait des leçons et ferait d'elle une dame. Puis, comme il l'avait fait avec Oegimi, Kaoru retourna à la cour, laissant Ukifune se languir seul au sanctuaire. Il se passa un long moment avant qu'il ne revienne lui rendre visite. Elle s'était améliorée. Elle était devenue plus belle, mais il ne parvenait pas à oublier Oegimi. De nouveau, il la quitta sur la promesse de l'amener à la cour, mais les semaines passèrent. Il finit par apprendre qu'Ukifune avait disparu. La dernière fois qu'on l'avait vue, elle descendait vers la rivière. Elle s'était probablement suicidée. Kaoru assista aux funérailles d'Ukifune dévoré de remords. Pourquoi n'était-il pas venu plus tôt? Elle aurait mérité un meilleur destin. Ces personnages sont issus d'un roman japonais du XIe siècle, le dit du Genji, de Murasaki Shikibu. Il s'inspire de contemporains de l'auteur, mais il existe et a existé des Kaoru dans toutes les civilisations, et à toutes les époques. Ce sont des êtres qui cherchent sans cesse le conjoint idéal. Celui qu'ils ont n'est jamais assez parfait. Tel qui les attire au premier regard finit par révéler des travers. Puis tel autre croise leur chemin, semble mieux convenir, et efface le souvenir du précédent. Ces antiséducteurs cherchent souvent à améliorer les mortels imparfaits qui les ont charmés, à faire leur éducation culturelle et morale. Cela se révèle très frustrant pour les deux parties. Ce type de personne n'est pas en quête d'un idéal. Il est désespérément insatisfait de lui-même. Ne vous méprenez pas. Sa frustration ne doit rien à l'exigence du perfectionniste. C'est au contraire que rien, jamais ne le satisfera, car il est trop profondément malheureux. On peut le reconnaître à son passé, jonché de tumultueuses aventures sans lendemain. Il a aussi tendance à vous comparer aux autres et à vouloir vous corriger. On ne le repère pas toujours au premier coup d'œil, mais ses tentatives de séduction sont invariablement vouées à l'échec parce qu'il est incapable de discerner vos qualités personnelles. Coupez-y court à temps. Ces gens-là sont des sadiques d'antichambre. Ils vous tortureront avec leurs idéaux inaccessibles. 5. En 1762, Giacomo Girolamo Casanova fit connaissance à Turin du comte Abbé, gentilhomme milanais qui semblait l'apprécier énormément. Le comte était dans une mauvaise passe. Casanova lui prêta quelque argent. En reconnaissance, le comte invita Casanova à descendre chez lui à Milan. Il précisa que sa femme, originaire de Barcelone, était renommée pour sa beauté. Il montra à Casanova quelques lettres de sa main qui attestaient d'un esprit très vif. Casanova, jugeant qu'elle méritait le détour, se rendit à Milan. Une fois chez le comte A.B., Casanova s'aperçut que la belle Catalane n'était certes pas laide, mais qu'elle était également discrète et réservée. Quelque chose le dérangeait chez elle. Tandis qu'il défaisait ses bagages, la comtesse aperçut parmi ses effets une somptueuse robe rouge ourlée de zibeline. C'était un cadeau, expliqua Casanova, pour la Milanaise qui conquerrait son cœur. Le soir, au dîner, la comtesse, soudain taquine, se mit à badiner avec son invité, affirmant que cette robe était en réalité destinée à servir d'appât pour convaincre une femme de se donner à lui. « Bien au contraire, » rétorqua Casanova, « il n'offrait jamais de cadeau qu'ensuite, en guise de remerciement. »
Le même soir, dans la voiture qui les ramenait de l'opéra, elle demanda à Casanova si une de ses amies, très fortunée, pourrait lui acheter la fameuse robe. Il refusa. Elle se vexa. Amusé par ce petit jeu dont il devinait la raison, Casanova promit de lui donner la robe, à condition qu'elle se montre gentille avec lui. La comtesse le prit mal, et ils se quittèrent fâchés. Casanova finit par en avoir assez des états d'âme de la comtesse. Il vendit la robe à sa riche amie, laquelle l'offrit à la Catalane, comme celle-ci l'avait prévu dès le départ. Pour prouver le peu de cas qu'il faisait de l'argent, Casanova annonça à la comtesse qu'il lui faisait cadeau du produit de la vente, sans rien exiger en échange. « Vous êtes un scélérat, » répondit-elle, « mais vous pouvez rester sous mon toit, vous m'amusez. » Et de reprendre ses façons de coquette. Casanova toutefois n'était pas dupe. « Ce n'est pas ma faute, madame, si vos charmes ont si peu d'empire sur moi. Je vous laisse cet argent pour vous consoler. » Il déposa les pièces d'or sur la table et s'en alla, laissant la comtesse furieuse ruminer sa vengeance. Deux traits de caractère avaient déplu d'emblée à Casanova dès sa première rencontre avec la comtesse. D'abord son orgueil. Plutôt que de se plier au jeu de la séduction où chacun donne et prend, elle exigeait de l'homme qu'il s'humilie. L'orgueil peut être le reflet d'une grande confiance en soi, le signe que l'on refuse de s'abaisser devant les autres, mais souvent il découle d'un complexe d'infériorité qui fait exiger que ce soit les autres qui s'humilient. Or, la séduction suppose une ouverture à l'autre, de la souplesse et une certaine faculté d'adaptation. L'excès injustifié d'orgueil est antiséducteur par excellence. Le second défaut qui avait repoussé Casanova était l'avidité de la comtesse. Toutes ces minauderies n'avaient qu'un seul but, faire main basse sur la somptueuse robe. L'aventure amoureuse, elle s'en moquait. Or, la séduction pour Casanova était une comédie légère que les deux partenaires se jouent pour leur divertissement mutuel. Une femme avait parfaitement le droit de vouloir en sus de l'argent et des cadeaux. Il comprenait ce désir et était généreux. Mais elle devait se garder de trop le montrer, jouer le jeu et feindre de rechercher avant tout le plaisir des sens. La cupidité ostensible est un repoussoir. Si vous convoitez autre chose que le plaisir, l'argent, le pouvoir, ne le faites jamais paraître. Gardez jusqu'au bout le masque du séducteur. 6. En 1868, la reine Victoria eut son premier entretien privé avec son nouveau Premier ministre, William Gladstone. Ils se connaissaient déjà et elle était au courant de son rigorisme moral. Leur rencontre n'était guère qu'une formalité officielle, un échange d'amabilité. Mais Gladstone, lui, n'avait pas la patience de se plier à ce genre de convention. D'entrée de jeu, il exposa à la reine sa conception de la monarchie. La souveraine, selon lui, se devait d'être un exemple pour tout le pays. Or, elle avait omis de jouer son rôle de personnage public depuis quelque temps, car elle vivait pratiquement cloîtrée. Ce sermon augurait mal de l'avenir, et cela ne fit qu'empirer. La reine ne tarda pas à recevoir de Gladstone des lettres dans lesquelles il s'étendait longuement sur le sujet. Elle l'ennuyait au point qu'elle n'en lisait pas la moitié. Elle se mit à l'éviter comme la peste. S'il fallait à tout prix qu'ils se voient, elle abrégeait autant que possible leur entretien. Elle ne l'autorisait pas à s'asseoir en sa présence, dans l'espoir qu'à son âge il se fatiguerait vite et quitterait les lieux. Car une fois qu'il se lançait sur un sujet qui lui tenait à cœur, il ne remarquait pas les regards d'ennui de la souveraine, ni les larmes qui lui venaient aux yeux à force de bâiller. Les comptes rendus qu'il lui adressait sur les thèmes les plus simples étaient tellement empoulés qu'ils exigeaient une traduction en langage courant. Pire, Gladstone n'hésitait pas à polémiquer avec elle, et ses discussions donnaient à la reine l'impression d'être stupides. Elle apprit vite à opiner du bonnet quand il tentait de lui expliquer telle ou telle idée abstraite. Dans sa correspondance avec son secrétaire,
la reine écrivait, parlant d'elle-même à la troisième personne, « Elle a toujours senti, chez Gladstone, une obstination impérieuse et autoritaire, comme elle n'en a jamais perçu chez quiconque, et qu'elle trouve absolument détestable. » Au fil des ans, cette hostilité tourna à la haine. En tant que chef du Parti libéral, Gladstone avait un ennemi, Benjamin Disraeli, chef du Parti conservateur. Gladstone considérait Disraeli comme un juif amoral et satanique. Lors d'une séance parlementaire, Gladstone s'en prit à son rival et à sa politique, développant point par point ce à quoi elle allait mener. Il se mit dans une telle fureur, comme souvent lorsqu'il parlait de Disraeli, qu'il en vint à marteler la table à coups de poing, aux grandes dames des papiers et crayons qui en dégringolèrent à qui mieux mieux. Pendant toute sa diatribe, Disraeli donna l'impression de somnoler. Puis, lorsque Gladstone se rassit enfin, Disraeli rouvrit les yeux, se leva et monta calmement à la tribune. « Le très honorable ministre, commença-t-il, vient de s'exprimer avec beaucoup de passion, d'éloquence et, disons-le, de violence. » Il toussota, fit une longue pause et poursuivit. « Mais les dégâts peuvent être réparés. » Sur quoi il se pencha pour ramasser tout ce qui était tombé de la table. Son allocution fut un chef-d'œuvre de calme et d'ironie, en contraste complet avec celle de Gladstone. Les parlementaires pétrifiés convinrent qu'il avait ce jour-là gagné la partie. Si Disraeli était un virtuose du charme et de la séduction, Gladstone était aux antipodes. Bien sûr, ce dernier avait des partisans, surtout parmi les membres les plus puritains de la société. Il avait battu 2 fois Disraeli aux élections générales. Pourtant, il avait du mal à élargir son influence au-delà du cercle de ses fidèles. Les femmes, en particulier, le trouvaient insupportable. Certes, comme elle n'avait pas encore le droit de vote à l'époque, elle ne comptait guère sur le plan politique. Quoi qu'il en soit, Gladstone ne tenait aucun compte de leur point de vue. La femme, estimait-il, devait apprendre à voir les choses d'un œil masculin, et il s'était donné pour but d'éduquer ces êtres qu'il estimait privés de raison et abandonnés par Dieu. Gladstone ne tarda pas à exaspérer tout le monde. C'est typique de ceux qui sont convaincus de détenir la vérité, ne souffrent aucune divergence de vue et n'ont aucun intérêt pour la psychologie. Ces personnages sont des brutes. À court terme, ils arrivent souvent à leur fin, surtout en face de moins agressifs qu'eux. Mais ils suscitent des rancunes et des antipathies silencieuses qui finissent par les faire trébucher. Les autres percent à jour leur rigidité morale, laquelle cache le plus souvent une soif de pouvoir. Le moralisme est en soi une forme de pouvoir. Le séducteur, lui, ne cherche jamais à convaincre, ne fait jamais la morale, ne sermonne pas et n'impose rien. Tout, chez lui, est subtilité psychologique et discrète suggestion. Le symbole de l'anti-séducteur est le crabe. Dans un monde hostile, le crabe survit grâce à sa solide carapace, à ses pinces menaçantes et à sa capacité de s'enfouir dans le sable. Nul n'ose s'approcher de lui. Mais le crabe peu mobile est incapable de surprendre son ennemi. Sa principale limite est le caractère essentiellement défensif de sa force. L'antiséducteur, mode d'emploi. La meilleure façon de ne pas tomber entre les griffes des antiséducteurs est de les identifier d'emblée et de les tenir à distance. Mais ils parviennent souvent à faire illusion au début. Toute liaison avec eux est source de souffrance, et l'on s'en débarrasse avec difficulté, car plus on manifeste une réaction émotionnelle, plus on semble tenir à eux. Ne perdez pas votre sang-froid face à un antiséducteur, cela ne ferait que l'encourager et exacerber ses tendances les plus antiséductrices. Montrez-vous distant, feignez l'indifférence, faites-lui comprendre qu'il ne compte pour rien à vos yeux. Le meilleur antidote contre un antiséducteur,
c'est souvent de jouer les antiséducteurs soi-même. Cléopâtre causa la ruine de tous les hommes qui croisèrent son chemin. Octave, futur empereur sous le nom d'Auguste et futur vainqueur de l'amant de Cléopâtre, Marc-Antoine, était parfaitement conscient de son pouvoir et s'en protégeait derrière une exquise courtoisie, sans trahir la moindre émotion ni dans un sens ni dans l'autre. Il la traitait comme une femme ordinaire, ne lui offrant aucune prise. Autrement dit, Octave se défendit de la plus irrésistible femme de l'histoire en se conduisant en antiséducteur. N'oubliez pas, séduire consiste à accaparer l'attention de votre cible, à obnubiler peu à peu son esprit. La distance et l'inattention, qui ont l'effet opposé, peuvent en cas de besoin servir de tactique dissuasive. Si vous voulez vous conduire en antiséducteur, adoptez tout bonnement les défauts énumérés au début de ce chapitre. Soyez collant, jacassez sans cesse, parlant souvent de vous-même. Habillez-vous de façon à déplaire, n'accordez aucune attention aux détails, montrez-vous assommant, etc. Attention, ne rivalisez pas de volubilité avec le bavard. Vous ne feriez qu'attiser l'incendie. Adoptez la stratégie de la reine Victoria. Opinez du bonnet, faites semblant d'être d'accord, et trouvez une excuse pour abréger la conversation. C'est la seule défense possible.